Dès maintenant, j'ai demandé à mes 18 présidents d'associations partout au Québec de contacter les médecins qui ont annoncé leur retraite. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre décision? Seriez-vous prêt à retarder de 6 mois cette prise de retraite-là? Yves Malo et Valérie Gaudreault sont avec nous pour l'analyse politique. Bonjour vous deux. Bon dimanche. Bonjour. Bonjour. Alors, on entendait le docteur Amyot de la Fédération des médecins de famille. Ça, c'était tout juste après qu'on ait appris le résultat. 97 des omnipraticiens qui ont voté en faveur de cette entente de principe avec Québec. Et France-Hélène Duranceau s'en est réjouie. Clairement, si les médecins ont voté en faveur, c'est qu'ils pensent qu'ils vont être capables de prendre en charge. Puis les grands gagnants là-dedans, bien, ce sera les Québécois. Alors, pour France-Hélène Duranceau, donc, c'est un pas de plus qui a été franchi. C'est une bonne nouvelle, en fait, cette entente, le fait qu'elle ait été approuvée, le fait que ça soit finalement une avancée pour les patients. Mais Yves, sa réaction, elle tranche vraiment avec celle de Christian Dubé, qui est parti cette semaine en dénonçant plutôt un statu quo. Alors, où est la vérité dans le dossier? Bien, la vérité, Geneviève, on va la connaître à l'usage. Parce que, oui, 97 des médecins qui ont dit oui à l'entente de principe, c'est parce qu'ils ont l'impression de faire une bonne affaire. La question, c'est est-ce que la population fait une bonne affaire? Est-ce que les centaines de milliers de patients orphelins vont se trouver un médecin de famille au cours des prochains mois? C'est là le grand défi. Et il faut faire preuve d'un très grand optimisme de penser que tout va se régler sur une base volontaire. Alors, comme je disais, c'est à l'usage qu'on verra si Mme Duranceau dit la vérité ou si c'est M. Dubé. Bien, c'est ça va être le test de la réalité d'ici l'été prochain. Oui. Mais là, ça, c'est pour les omnis, mais pour les médecins spécialistes, tout porte à croire qu'on va poursuivre sur la même lancée en 2026 pour éventuellement reprendre les négociations. Le président des médecins spécialistes lui dit que ça piétine pour l'instant. Alors, est-ce que c'est sur les épaules de Sonia Bélanger, la nouvelle ministre de la Santé, que ça va reposer? Ou encore, est-ce que c'est François Legault qui va encore s'impliquer largement pour pouvoir essayer de régler tout ça, Valérie? Bien, il n'y aura pas le choix, M. Legault, de rester impliqué. Il a ouvert toute une boîte de Pandore, là, non seulement en étant présent, ce qui était quand même la demande des médecins de famille, donc en acceptant de plonger dans la mêlée, mais surtout le ton aussi, cette semaine, en réaction au départ de M. Dubé, il parlait de « j'ai repris le contrôle de la négociation ». Alors, c'est sûr que les spécialistes, ils regardent ça aller en disant, bien, visiblement, le premier ministre a fait l'effort pour nos collègues omnipraticiens. Donc, c'est sûr que ce serait très difficile pour M. Legault d'être moins impliqué, de reculer. Et surtout qu'il a prouvé aussi qu'il pouvait, j'allais dire, sacrifier un ministre, même deux, là, dans la foulée de toute cet automne complètement fou là, relié à la loi sur la rémunération des médecins. Donc, ce serait très difficile, malgré la confiance en Mme Bélanger, un certain changement de ton, ça, je ne doute pas de ça. Par contre, il a mis le bras dans le tordeur, M. Legault, ce sera difficile de s'en extraire. L'exécutif du Parti libéral du Québec, il se réunit aujourd'hui pour discuter des prochaines étapes. On doit choisir un prochain chef. Là, on est revenu un petit peu à la case initiale avec un chef intérimaire, avec Marc Tanguay. Carl Blackburn, finalement, a informé qu'il ne sera pas candidat pour la direction du parti. Il y a Charles Milliard, dont on attend toujours une annonce, mais là, on se retrouverait peut-être donc avec un autre chef qui ne siège pas. Alors, Valérie, à nouveau, est-ce que c'est un avantage ou c'est un risque? Bien, il a eu je dirais que rendu là, et tout risque est bien nuancé, bien relatif avec tout ce que vient de passer le Parti libéral. C'est sûr que M. Milliard, et c'est ce qu'on disait aussi à l'origine, rappelez-vous, à l'automne dernier, début de la course, tout ça, sa candidature, bon, il a quand même eu l'expérience d'une longue course, il s'est fait quand même connaître, il ne part pas complètement à zéro. Maintenant, c'est les mêmes défis qu'extra-parlementaire. On a vu que c'était, pardon, mon micro, je m'en excuse. On a vu qu'il y a eu quand même des défis. Maintenant, est-ce que dans le cas de M. Rodriguez, oui, il y avait l'élément extra-parlementaire, mais c'était au-delà de ça. C'était aussi l'entourage, c'était la culture peut-être qui arrivait d'Ottawa. Donc là, il y a une certaine fraîcheur dans une potentielle candidature de M. Milliard. On sent chez les députés libéraux qu'on aimerait une course quand même relativement courte, mais c'est sûr que pour un parti, ça paraît toujours mal, un couronnement. On a tous en mémoire Dominique Anglade
en 2020, là, qui avait été couronné en pleine pandémie. Mais avec tout ce que le parti a passé, peut-être que ce serait le choix de la simplicité et de foncer rapidement dans la mêlée. Mais c'est sûr que M. Milliard a plein de qualités, mais sur le plan d'expérience politique, on l'a vu, maintenir un caucus à distance, c'est quand même un défi. Oui, c'est ça. Il y a le désir pour le parti de pouvoir tenir des débats, de pouvoir échanger sur des idées en même temps. Exact. Une course à la direction, ça coûte très cher aussi. Alors, ça aussi, c'est à prendre en considération. On devrait en savoir plus, donc, en début d'année. Du côté d'Ottawa, là, on pense à la guerre commerciale, bien sûr, les discussions qui vont devoir avoir lieu concernant la CEUM. En même temps, là, on sait que Washington demande des concessions à Ottawa, justement, dans ce dossier-là. Alors, Yves, Mark Carney le disait, là, en fait, on voit bien que ça s'annonce compliqué pour l'année prochaine. Oui, et on entend que les États-Unis demandent de grands compromis au Canada. Et M. Carney a dit qu'il restera ferme sur la question de la gestion de l'offre, mais si j'étais du monde agricole, je ne m'assoirais pas nécessairement là-dessus parce qu'on a vu depuis le début de cette crise que le Canada fait compromis par-dessus compromis alors que les États-Unis n'en font aucun. Alors, est-ce que la gestion de l'offre pourrait éventuellement être sur la table ou une partie de la gestion de l'offre? Ben, c'est pas impossible du tout. Alors, surtout que le Canada pourrait nommer comme ambassadeur aux États-Unis un homme qui a clairement indiqué qu'il était contre la gestion de l'offre. Et M. Carney a dit, c'est moi le patron et moi je suis pour la gestion de l'offre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2026 et je ne parierais pas nécessairement que la gestion de l'offre va rester intacte. 2026, c'est aussi l'année d'un vote de confiance pour Pierre Poilievre, le chef conservateur. Là, il a accordé différentes entrevues de fin d'année. Il y en a une autre encore ce matin, là, c'est dans la presse. Une entrevue dans laquelle il dit vouloir s'impliquer dans un éventuel camp du non si jamais le PQ est porté au pouvoir au Québec. Donc, certaines étapes avant d'en arriver là pour un éventuel référendum. Donc, Pierre Poilievre qui a quand même une certaine popularité chez les jeunes, mais donc qui se dit prêt à collaborer avec les autres partis fédéralistes, Yves. Oui, mais est-ce que le camp du non en voudrait de Pierre Poilievre? Parce que, vous savez, il dégage pas nécessairement une grande sympathie auprès de la population. On l'a vu, il est moins populaire que son parti, il est moins populaire que l'option conservatrice. Alors, est-ce que M. Poilievre, avec son style abrasif et sans compromis, est-ce que ce serait un atout pour un éventuel camp du non? Permettez-moi d'en douter, parce que M. Poilievre l'a souvent dit, il a un style, il n'a pas l'intention de le changer, et c'est pas un gars d'équipe. On l'a vu lors de la dernière campagne électorale, c'est à peu près juste lui qu'on a vu dans la campagne. Personne de son équipe n'a été mis en valeur. Alors, qu'il exprime qu'il veut être du camp du non est une chose, mais est-ce qu'on en veut? Ça, c'est autre chose. Valérie, il n'y a personne qui dit qu'on s'attend à une déconfiture là, lors du vote de confiance en janvier pour Pierre Poilievre, mais quand même, ça va être intéressant de voir le résultat. Ça risque d'être différent par rapport à ce qu'il aurait pu avoir l'année dernière, par exemple, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir il y a un an. Oui, il faut se rappeler à quel point, c'est toujours fascinant cet exercice lorsqu'on revient sur une année. Il y a un an, Pierre Poilievre se dirigeait pour être le prochain premier ministre. M. Trudeau était empêtré, on ne voyait pas où on allait avec ça. Alors, c'est sûr que les dernières semaines, même s'il minimise un peu, il a quand même eu le départ de trois, en tout cas, un qui n'est pas 100% passé de l'autre côté, mais quand même, on a vu M. Carney, avec tout ça, est à un seul vote de la majorité. Donc, il y a quand même dans ses troupes ce sentiment-là. Le ton dont parlait Yves, ça a caractérisé toute son après-campagne. Il n'a pas changé. Et pour faire référence à l'article dans la presse dont vous parlez ce matin, je le vois vouloir peut-être séduire les jeunes souverainistes du Québec en les convainquant, mais c'est un discours qui est essentiellement économique. Il y a une lecture très cartésienne, M. Poilievre, pas certaine qui comprend l'ampleur des raisons pour lesquelles certains jeunes Québécois seraient attirés, par exemple, à la souveraineté. En tout cas, il n'a pas visiblement profité de cet entretien pour évoquer la langue, la connaissance, les valeurs du Québec. Alors, c'est toujours un peu cette approche, c'est moi, je pense comme ça et je ne changerai pas. Et ça va jouer pour le début d'année. Ce vote de confiance va être très,
très significatif pour le reste de l'année pour M. Poilievre. Ah oui, c'est ça, intéressant. Là, on va profiter du fait qu'on vous a à quelques jours de Noël comme ça pour faire un petit bilan de fin d'année. J'aimerais vous entendre les deux sur votre étoile politique de l'année 2025. Je commence avec vous, Valérie. Ben, moi, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. On peut aimer son style ou non. Il y a eu une fin d'année un peu difficile avec cette déclaration malheureuse concernant le milieu culturel. Ça nous a fait voir quelqu'un d'intransigeant. Mais il en demeure pas moins que ce qu'il réalise actuellement à l'Assemblée nationale, c'est assez spectaculaire. Paul Saint-Pierre Plamondon a pris un parti presque inexistant. Ça fait 2 ans qu'il trône au sommet des intentions de vote. Il y a encore une élection partielle qui s'en vient dans Chicoutimi, qui pourrait être une 4e de suite. Il en a gagné 2 en 2025. C'est quelqu'un, surtout, pourquoi l'étoile? C'est qu'il change la donne. Moi, la principale qualité, je dirais, qui fait que j'ai envie de le nommer aujourd'hui, c'est que pour être quotidiennement à l'Assemblée nationale, c'est qu'on oublie que Pierre Poilievre est le leader de la 3e opposition. Là. C'est quand même quelque chose. C'est un mini-groupe parlementaire. Là. L'étoile politique d'Yves Malo en 2025, c'est qui? Ben, c'est Mark Carney, parce que Mark Carney, quand il est arrivé à la tête du Parti libéral du Canada, le parti tirait de l'arrière dans les sondages par 25 points contre le Parti conservateur, et il a réussi à mener son parti à la victoire, à un gouvernement qui est à un député d'une majorité. Alors, 2025, c'est l'année de Mark Carney. Est-ce que 2026 va être l'année de Mark Carney? Ça, c'est une toute autre question. Mais 2025 a été son année. Oui. L'erreur de 2025, mais qu'il ne faudrait pas reproduire en 2026, Valérie. Bien, on en a parlé. C'est bon, sur le fond, on verra à l'usage, mais c'est la manière de cette fameuse loi 2 là, qui était 106 en mai, qui est devenue 2 à la rentrée. Elle nous a occupé presque toute l'année, cette loi et cette confrontation avec les médecins. Avec le recul, on a envie de se dire tout ça pour ça. Et ça a été symptomatique du gouvernement de la CAQ ces derniers mois. C'est-à-dire, on part très, très dur. On a ouvert des fronts sur plein d'aspects, les syndicats, ce que M. Legault a appelé les radicaux islamistes, les islamistes radicaux. On a parlé donc, on a une façon très brutale, peut-être, de mettre les cartes au jeu. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est reculer. Donc, peut-être réfléchir à la manière et aux conséquences lorsqu'on veut arriver à nos fins. Yves, la leçon de 2025? Ben, je reviens toujours à Mark Carney, et c'est de promettre de pouvoir s'entendre avec Donald Trump. Comment promettre des choses avec quelqu'un d'aussi imprévisible que cette administration? Ben, ça relève de l'impossible. Et il a promis des choses qu'il n'a pu réaliser en 2025. Alors, pour 2026, ben, je lui souhaite de ne rien promettre et de réaliser des choses plutôt que les promettre et être incapable de le faire. On va voir s'il y a des surprises qui nous attendent pendant ce temps des fêtes. Et nous, on va se reparler au retour. Donc, en janvier, on va reprendre notre rendez-vous du dimanche. Yves et Valérie, je vous souhaite de très belles vacances et on se retrouve en janvier. Merci, joyeuses fêtes à vous. Plaisir. Joyeuses fêtes à toute l'équipe. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.